Si vous m'écoutez depuis une ville où les familles sourient encore sur les photos tout en se déchirant derrière les rideaux, écrivez son nom en commentaire, parce qu'il existe des maisons où l'on n'enterre pas seulement les morts, mais aussi les mensonges qu'ils ont laissés derrière eux. Le 18 mars 2022, j'ai enterré ma femme et, avec elle, la dernière illusion que je me faisais sur mes enfants. Officiellement, ce jour-là, nous avons dit adieu à Madeleine Delorme, morte d'un cancer qui avait rongé son corps avec la patience d'un voleur. Officieusement, c'est ce jour-là que quelque chose de beaucoup plus froid s'est installé dans ma maison. Une attention trop précise, trop régulière, trop bien organisée pour être seulement du chagrin. Je m'appelle Henri Delorme. J'avais 86 ans quand j'ai commencé à comprendre que l'amour filial, dans certaines familles, peut prendre le visage impeccable d'une surveillance. Madeleine et moi avions vécu 51 ans ensemble. J'avais bâti la maison de mes propres mains à l'été 1974, alors qu'elle portait notre premier enfant. J'avais élevé les murs pierre après pierre, coulé les fondations, choisi chaque poutre, chaque carreau, chaque encadrement de fenêtre avec l'orgueil d'un homme qui ne possède pas grand-chose, mais veut que ce qu'il possède résiste au temps. Cette maison n'était pas un bien. C'était le résumé matériel de ma vie. Les autres voyaient un salon, une cuisine, 3 chambres et un jardin au sud. Moi, je voyais mes épaules à 34 ans. Le ciment sur mes mains, les économies soustraites sou à sou, les nuits sans sommeil, la promesse silencieuse que j'avais faite à Madeleine. Quoi qu'il arrive, elle ne manquerait jamais d'un toit. Le jour de l'enterrement, mes enfants ont beaucoup pleuré. Julien, l'aîné, 54 ans, le visage fermé, la mâchoire serrée, s'occupait de tout avec cette efficacité qu'on admire chez les hommes pressés. Claire, 51 ans, répondait au téléphone, rangeait les fleurs, choisissait les mots convenables pour les voisins et veillait à ce que personne ne me laisse seul plus de 5 minutes. Thomas, 48 ans, venu de Lyon dans la nuit, m'observait sans cesse comme si j'étais déjà en train de glisser vers une forme de brouillard. Sur le moment, j'ai pris cela pour de l'inquiétude. Un vieil homme qui perd sa femme après un demi-siècle de mariage, cela inspire naturellement la pitié. Les jours qui ont suivi, ils ont prolongé cette attention, avec un zèle si parfait qu'il en devenait presque insultant. Le dimanche 20 mars, Julien est revenu dès 8h du matin avec des croissants, une perceuse, et cette manière de parler trop doucement qu'on réserve aux malades et aux enfants. Il a regardé les marches de l'escalier, vérifié la serrure de la porte arrière, déplacé 2 tapis en disant que c'était dangereux. Il n'avait pas tort. Rien de ce qu'il disait n'était faux. C'est ce qui rend certaines entreprises de dépossession si difficiles à dénoncer. Elles arrivent drapées dans le bon sens. Claire a établi un rituel d'appel à 19 heures précises. Pas 18h55, pas 19 heures. 10, 19, Tcherichidiyar. Chaque soir, Thomas, lui, m'écrivait à 8 heures du matin. Tu es levé, puis tu as mangé, puis tu sors aujourd'hui. J'ai d'abord vu là une maladresse d'enfant adulte face à la mort. Ce n'est qu'après quelques semaines que j'ai commencé à remarquer la mécanique. La compassion ne laisse pas de tableau de fréquence. La tendresse ne se synchronise pas au quart d'heure. L'amour ne pose pas 3 fois dans le même mois la question de savoir où sont rangés les papiers de la maison. La première fois que Julien a demandé, c'était le 3 avril 2022. Il a attendu la fin du déjeuner, le moment où les assiettes sont encore sur la table et où les gens parlent plus bas, comme si la digestion obligeait à la confidence. Il a dit qu'il fallait mettre de l'ordre, que ce n'était pas raisonnable que je garde seul tous les documents, que, de nos jours, on ne sait jamais, un dégât des eaux, un incendie, un malaise. Il a prononcé cela sur le ton neutre de l'évidence. J'ai répondu que tout était à sa place dans le tiroir du buffet de la salle à manger. Il a demandé si je voulais qu'il fasse des copies. J'ai dit non. Le 17 avril, Claire a repris le même sujet sous une forme plus douce. Elle m'a parlé de tranquillité administrative, de prévoir pendant que tout va bien, de protéger ce que maman et toi avez construit. Je me souviens très précisément de la lumière ce soir-là. Le soleil tombait sur le figuier du jardin, et sa voix avait cette douceur professionnelle qu'elle prenait déjà adolescente quand elle voulait obtenir quelque chose sans qu'on puisse lui reprocher d'insister. Là encore, je n'ai pas cédé
Non par méfiance, pas encore, par instinct. Un homme qui a traversé la vie en bâtissant sait reconnaître certaines pressions avant même de pouvoir les nommer. Après l'été 2022, la maison a changé de poids. Pas physiquement. Moralement. Les pièces où Madeleine passait autrefois portaient encore son absence, mais il y avait autre chose désormais, la sensation d'être observé à travers les gestes des autres. Julien venait le dimanche avec cette ponctualité inflexible qui ressemblait moins à une visite qu'à une relève. Claire tenait ses appels du soir comme on relève des constantes. Thomas me demandait des photos du jardin, de la cuisine, parfois de moi-même, pour voir si tout va bien. Et toujours, sous des formulations prudentes, revenaient les mêmes mots. Sécurité, dossier, papier, signature, protection. Le 9 novembre 2022, lors d'un rendez-vous chez mon médecin traitant, j'ai appris que Julien l'avait appelé 2 jours plus tôt pour partager ses inquiétudes. Le médecin n'aurait jamais dû me le dire, mais il l'a fait avec cette gêne de ceux qui comprennent trop tard qu'ils ont été enrôlés dans quelque chose qui les dépasse. Il m'a demandé si j'avais des trous de mémoire, si je dormais, si je confondais parfois les dates, si je laissais le gaz ouvert. J'ai répondu calmement, avec les détails exacts d'un homme qui sait où il habite dans le temps. C'était la première fois que je sentais, non pas la peine de mes enfants, mais leur dossier se constituer autour de moi. Je ne les ai pourtant pas accusés. Je me suis tu. On croit souvent que le silence du vieillard est de la faiblesse. C'est parfois de l'observation. À partir de janvier 2023, j'ai commencé à noter. Un vieux cahier noir à couverture souple, rangé dans le buffet à côté des serviettes. Dates, heures, phrases prononcées, questions répétées, contradictions. Le 8 janvier, Julien demande si j'ai déjà pensé à plus petit. Le 22 janvier. Claire évoque une résidence, très bien, pas triste du tout, avec jardin. Le 14 février, Thomas me demande si j'ai fait une procuration au cas où. Le 5 mars, Julien mesure le mur du salon en prétendant vouloir m'installer une barre d'appui. Il note discrètement les dimensions sur son téléphone. Le 19 mars, premier anniversaire de la mort de Madeleine. Aucun de mes enfants ne me parle d'elle plus de 2 minutes. En revanche, Julien me demande si j'ai vérifié le montant de la taxe foncière. C'est là que le deuil a commencé à se fissurer en moi pour laisser place à quelque chose de plus sombre, une question obscène. Est-ce qu'il m'entourait parce qu'il m'aimait ou parce qu'il voulait n'être là le jour où je tomberais? Je n'avais pas encore la preuve. Seulement une odeur. Et il faut avoir vécu longtemps pour comprendre que dans les familles, la vérité commence souvent comme cela. Non par une certitude, mais par une odeur froide que personne d'autre ne semble sentir. Le 14 novembre 2023, un mardi, je me suis réveillé à 6 heures comme toujours. Depuis la mort de Madeleine, c'était devenu mon heure fixe. Je préparais le café sans sucre, je m'asseyais à la table de la cuisine, face au jardin, et j'écoutais le silence avant le premier bruit du quartier. Au début de mon veuvage, ce quart d'heure avait été pour moi un endroit presque sacré, une façon nue d'être encore vivant. Mais ce matin-là, il a pris une autre fonction. Ce n'était plus le temps de me recueillir. C'était devenu le temps d'enquêter. Je crois que ce qui m'a poussé à ouvrir les yeux n'est pas une grande scène, ni une révélation spectaculaire, mais l'usure. L'usure de trop de questions posées sous des formes différentes. L'usure de me voir traité comme un homme déjà diminué, alors que mon esprit, lui, n'avait jamais été aussi net. La veille au soir, Claire m'avait téléphoné plus tôt que d'habitude. Il était 18h12. Elle m'avait demandé si je prenais toujours mes médicaments seul, puis si je n'étais jamais fatigué de gérer, puis si j'avais pensé à centraliser mes comptes. 3 formulations différentes pour une même obsession, le contrôle. J'ai raccroché avec cette sensation très ancienne des chantiers, quand un mur sonne creux sous le poing, alors qu'on vous le présente comme solide. Ce matin de novembre, j'ai bu mon café lentement, et j'ai repassé les 18 derniers mois, comme on remonte une maçonnerie pierre par pierre. Julien avait insisté pour garder un double des clés, en cas d'urgence. Claire avait voulu scanner mes papiers par précaution. Thomas m'avait proposé son aide pour mettre mes affaires sur un cloud. Mot absurde dans ma bouche, et encore plus dans ma maison. Ensemble, cela dessinait moins une famille attentive qu'un siège administratif autour d'un vieil homme encore debout. À 9 heures, j'ai commencé par le bureau de Madeleine, une petite pièce au fond du couloir où elle rangeait jadis les assurances, les factures, les actes, les lettres de banque, les certificats de naissance et les carnets de santé.
J'y entrais rarement. Après sa mort, j'avais laissé cette pièce presque intacte, comme si le désordre même de ces papiers conservait une chaleur. J'ai tiré le tiroir du bas. Les dossiers étaient à leur place, sauf un. Le classeur gris des documents de propriété n'était pas rangé comme je le laissais toujours, tranche vers l'extérieur, étiquette visible. Il avait été remis à l'envers. Ce détail paraît dérisoire à qui n'a jamais vécu longtemps avec les mêmes objets. Il était immense pour moi. Dans une maison vieille de presque 50 ans, les choses ont une mémoire. Un tiroir fermé trop fort, un cadre déplacé de 3 centimètres, un dossier retourné, ce sont des phrases. J'ai ouvert le classeur. L'acte notarié de 1974 était là. Le relevé cadastral aussi. Mais une chemise récente avait été glissée à l'intérieur. Papier blanc, impression propre, trombone neuf. En haut, je lisais « Évaluation patrimoniale préparatoire, janvier 2023 ». En dessous, l'adresse de ma maison. Surface habitable, terrain, estimation basse, estimation haute, observation sur la facilité de revente après rafraîchissement. Je suis resté debout, la feuille entre les doigts, à sentir monter dans mon ventre une colère qui n'avait rien de bruyant. C'était une colère lourde, presque minérale, la colère d'un homme à qui l'on vient d'apprendre que pendant qu'il pleurait sa femme, on calculait déjà le prix des murs. J'ai poursuivi. Dans la chemise, un second document. Cette fois, le nom d'une agence immobilière de Montauban. Date du 27 janvier 2023. Demande d'avis de valeur non contraignante. Contact, Julien Delorme. Mention de manuscrite, maison occupée par le père, projet à moyen terme, projet à moyen terme. J'ai relu cette phrase 4 fois. Pas une fois il n'était question de moi, comme d'un homme, d'un père, d'un vivant. J'étais une contrainte d'occupation, un obstacle transitoire entre un bien et sa disponibilité. Je n'ai pas crié, je n'ai appelé personne. J'ai remis chaque feuille exactement comme elle était et j'ai refermé le tiroir. Quand on veut connaître l'étendue d'une trahison, on n'alerte pas les traîtres au premier indice. Les jours suivants, j'ai observé autrement. J'ai laissé venir. Le dimanche 19 novembre, Julien est arrivé avec son sourire sobre et son gâteau aux noix. Pendant le café, son regard a glissé 3 fois vers la fenêtre du salon, puis vers le mur où étaient encore accrochées les photos de famille. Il a dit que la maison était grande à chauffer pour une personne seule. Le 21 novembre, Claire m'a demandé si je gardais encore tous les bijoux de maman ici. Le 24, Thomas a évoqué le fait qu'en vieillissant, on doit savoir simplifier. Ce mot aussi est un mot de prédateur dans les familles. Simplifier. Cela signifie presque toujours réduire la vie du plus vieux à ce qui arrange les autres. Le 3 décembre 2023, ma voisine, Madame Rigal, m'a arrêté devant le portail. Elle a 79 ans, l'œil sec des femmes qui ont trop vu pour perdre du temps en diplomatie. Elle m'a demandé si tout allait bien avec les tiens. J'ai répondu oui par réflexe. Elle a haussé les épaules et m'a dit qu'elle avait vu Claire sortir de chez moi le jeudi précédent avec une liasse de papier sous le bras, alors que je n'étais pas là. J'étais au café du centre ce matin-là, comme tous les jeudis. Claire possédait donc bel et bien la clé, bien qu'elle m'eût juré ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, j'ai pensé à Madeleine. Non pas avec tendresse seulement, mais avec une forme de honte. Je lui avais promis de maintenir notre maison debout. Or, sans que je m'en aperçoive tout de suite, l'assaut ne venait pas des intempéries, ni des fissures, ni du temps. Il venait de l'intérieur. De nos enfants. De ces 3 vies que nous avions nourries, vêtues, aidées, soutenues, et qui semblaient désormais tourner autour de ma maison, comme des héritiers impatients autour d'un cercueil trop lent à se refermer. J'ai alors pris une décision simple. Ne plus me contenter de soupçonner. Je voulais les dates, les preuves, les mots exacts. Le 12 décembre 2023, je suis allé voir Maître Bélanger, le notaire qui avait réglé la succession de Madeleine. Je n'ai pas tout dit. J'ai posé des questions précises. Est-ce que quelqu'un s'était renseigné récemment sur ma situation patrimoniale ? Est-ce qu'un enfant pouvait, sans mon accord, demander certains documents préparatoires ? Est-ce qu'on pouvait commencer à organiser la vente d'une maison dont le propriétaire était encore vivant, lucide et présent ? Le notaire m'a observé longtemps avant de répondre. Puis il a choisi la prudence embarrassée des hommes qui savent qu'ils entrent dans les entrailles d'une famille. Il m'a confirmé qu'en juin 2023,
Claire avait pris rendez-vous à son étude. Pas pour engager une procédure, m'a-t-il dit, mais pour se renseigner. Sur quoi? Sur l'habilitation familiale, sur les mandats de protection future, sur les conséquences fiscales d'une vente du vivant du parent, et sur les délais d'entrée en établissement spécialisé. J'ai senti ma nuque se glacer. Claire, la plus douce, la plus polie, la plus attentive en apparence, préparait déjà le vocabulaire légal de mon effacement. Il y a des vérités qui font du bruit en tombant. Celle-là n'en a pas fait. Elle a juste déplacé l'air autour de moi. Je suis sorti du cabinet, j'ai traversé la place sous une pluie fine de décembre, et j'ai compris que l'histoire n'était plus celle d'un vieil homme mal compris par ses enfants. C'était celle d'un homme encore debout au milieu d'un partage anticipé. À partir de janvier 2024, je n'ai plus vécu avec eux comme un père, mais comme un homme infiltré dans sa propre famille. Ce mot peut paraître excessif, il est pourtant exact. Tout ce qu'il continuait à faire en surface gardait les apparences du soin. Tout ce que je découvrais en dessous révélait une autre logique, plus froide, plus comptable. Et cette logique avançait avec la lenteur calculée des gens convaincus que le temps travaille pour eux. Le 7 janvier 2024, Julien m'a proposé de refaire le salon. Pas grand-chose, papa, juste repeindre, alléger un peu, moderniser, ce serait plus agréable pour toi. Pour moi. J'ai regardé cet homme de 54 ans, mon fils, mon premier enfant, et j'ai su qu'il ne parlait pas de mon confort. On ne modernise pas le salon d'un homme de 86 ans qui n'a rien demandé. On prépare des photos d'agence, on retire les traces de ceux qui ont vécu là, on blanchit pour revendre. J'ai dit non. Le 2 février, Claire est arrivée avec des brochures, des résidences seniors à Cahors, à Agen, à Albi. Juste pour regarder, juste pour anticiper, juste pour être prêt si un jour. Tous les crimes familiaux commencent par cette grammaire de l'innocent. Juste, au cas où, pour ton bien. Elle m'a montré des chambres claires, des couloirs propres, des salons communs avec des fauteuils gris, des ateliers mémoire TDT, des menus équilibrés, des jardins clôturés. Elle parlait avec calme, avec méthode, avec une voix si douce qu'elle aurait pu faire croire à n'importe quel étranger qu'elle me sauvait. En réalité, elle essayait de me faire consentir à ma disparition logistique. Le plus terrible dans la trahison familiale n'est pas la violence, c'est le langage affectueux qu'elle emprunte. Le 18 mars 2024, deuxième anniversaire de la mort de Madeleine, mes enfants sont venus déjeuner. J'avais volontairement posé sur la table l'album de construction de la maison, celui où l'on me voit à l'été 1974, torse nu, les bras couverts de poussière, devant les premières sur les fondations. Je voulais voir leurs yeux. Julien l'a feuilleté 2 minutes à 21, puis l'a refermé. Claire a souri d'un air triste. Thomas a demandé si j'avais déjà pensé à ne pas laisser tout ça me survivre dans le désordre. Pas laisser tout ça me survivre dans le désordre. Même ce jour-là, même avec la photo de leur mère entre nous, ils revenaient au mur, au papier, à l'après-moi. C'est ce jour-là que j'ai cessé de leur chercher des excuses. La suite a confirmé que j'avais raison. Le 6 mai 2024, j'ai trouvé dans la corbeille de papier du bureau un coin de feuille déchiré que Claire n'avait pas vu tomber. On y lisait en partie. Si l'entrée se fait avant l'hiver, la vente pourra être engagée au printemps. Le reste manquait, mais c'était assez. L'entrée, la vente. Le calendrier. On ne parlait plus seulement d'options abstraites. On planifiait, le 28 juin, Thomas a appelé en haut-parleur pendant que Julien était là. Il croyait parler devant un homme fatigué, distrait, ralenti. C'est une erreur que les enfants font souvent avec les pères âgés. Ils confondent la lenteur du corps avec la faiblesse de l'esprit. Thomas a dit « Il faut qu'on se mette d'accord avant septembre ». Julien a répondu « Oui, mais pas brutalement ». Puis, en me voyant lever la tête, ils ont basculé sur la météo. J'ai continué à me taire. Je voulais le centre du piège. Il est venu le 11 septembre 2024. Claire m'a demandé de signer un document pour faciliter certaines démarches médicales si besoin. Une simple formalité, a-t-elle dit. J'ai pris le papier, j'ai mis mes lunettes, j'ai lu lentement. Mandat de représentation pour acte de gestion courante. Ce n'était pas encore une dépossession totale, mais c'en était l'antichambre. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai seulement demandé pourquoi cette formalité comportait la possibilité de gérer mes comptes et de prendre attache avec des intermédiaires immobiliers. Claire a pâli.
Julien a immédiatement parlé d'erreur de modèle téléchargé. Thomas a juré qu'ils avaient voulu me protéger. Toujours ce mot, protéger. Dans leur bouche, il signifiait déplacer ma main de ma propre vie. Ce soir-là, j'ai pris une deuxième décision. La première avait été d'observer. La seconde fut de préparer ma réponse. Le 20 septembre 2024, je suis retourné chez Maître Bélanger. Cette fois, je lui ai tout dit. Les estimations, les questions répétées, les brochures, le document, les visites en mon absence, les formulations, le calendrier. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a gardé le silence quelques secondes, puis il a dit une phrase qui m'a traversé comme du fer. « Monsieur Delorme, vos enfants se comportent comme si votre consentement n'était plus une condition, mais un obstacle. » Je savais donc enfin ce que j'affrontais. Non pas 3 enfants affolés par la perspective de me perdre. 3 adultes en train d'organiser administrativement l'après-Henri, avant même que Henri ait quitté la table. J'ai modifié mon testament ce jour-là. Pas dans un esprit de vengeance immédiate, dans un esprit de vérité. La nue propriété de la maison ne reviendrait à personne tant que la confiance n'aurait pas survécu à l'épreuve où eux-mêmes l'avaient jetée. J'ai prévu autre chose, plus dur pour eux que la colère, l'incertitude. Et j'ai demandé au notaire de conserver une lettre, à ouvrir si je venais à mourir avant d'avoir moi-même parlé. À partir de ce moment, quelque chose s'est renversé. Ce n'était plus eux qui me cernaient, c'était moi qui les regardais avancer vers leur propre révélation. L'année 2025 a été celle de leur impatience. Je l'ai vu croître mois après mois, comme une moisissure sous une peinture propre. Les visites sont devenues plus fréquentes, mais moins sincères. Les sujets de conversation se sont appauvris à mesure que leur objectif se précisait. Ils ne me demandaient plus ce que je lisais, à quoi je pensais, si je dormais bien, si le jardin fleurissait. Ils me demandaient si les escaliers me fatiguaient, si la salle de bain n'était pas trop dangereuse, si je n'oubliais jamais de fermer les volets, si je n'avais pas envie de simplicité. La vie d'un homme était progressivement ramenée, dans leur bouche, à un problème de circulation intérieure. Le 13 janvier 2025, Julien m'a parlé d'un acheteur potentiel qui cherche dans le secteur. Il s'est repris aussitôt, trop tard, un acheteur potentiel. Pour une maison que je n'avais jamais mise en vente. Le 2 mars, Claire a demandé si je serais d'accord pour désencombrer le grenier au printemps. Le 27 avril, Thomas a suggéré que je passe quelques semaines chez lui à Lyon, juste pour changer d'air. Il testait des déplacements. Ils essayaient l'idée de ma sortie du lieu avant d'en orchestrer la disparition définitive. Je répondais peu. Il n'y a pas de meilleur révélateur que le vide, les menteurs le remplissent toujours trop vite. Le 18 mars 2025, 3 ans exactement après l'enterrement de Madeleine, j'ai commis ce qu'ils ont pris pour une faiblesse. J'ai laissé sur la table du salon un dossier intitulé « Succession/maison ». À l'intérieur, volontairement, je n'avais mis que de vieux relevés sans valeur immédiate. Je voulais voir. Ce dimanche-là, pendant que je faisais semblant de somnoler dans le fauteuil près de la fenêtre, j'ai vu Claire ouvrir le dossier. Elle l'a fait d'un geste rapide, professionnel, sans le moindre tremblement. Elle a parcouru les pages, a compris que ce n'était pas ce qu'elle cherchait, puis a refermé. Julien l'a regardé. Aucun mot. Entre eux, le langage était déjà ancien, rodé, coupable. Le soir même, j'ai su que je pouvais aller jusqu'au bout. J'ai organisé le dévoilement pour le 26 janvier 2026. Je voulais une date nette, proche de l'anniversaire de l'évaluation immobilière qu'ils avaient demandé 3 ans plus tôt, comme pour refermer la boucle. Je les ai invités tous les 3 à déjeuner. J'ai parlé d'un point important à mettre au clair. Aucun n'a refusé. Ils sont arrivés à 12h10, plus bien habillés qu'à l'habitude. Claire portait son manteau sombre des grandes occasions, Julien avait pris un classeur, Thomas paraissait tendu. Il s'attendait sans doute à ce que j'annonce enfin mon renoncement. Il croyait venir recueillir ma reddition. Ils venaient assister à leur acte d'accusation. J'avais disposé sur la table de la salle à manger 4 dossiers bruns. Un pour chacun d'eux, un pour moi. J'avais également posé l'album de 1974, une photo de Madeleine, et la copie des estimations de janvier 2023. La scène était calme, presque banale. C'est ainsi que j'ai voulu la justice, sans théâtre extérieur, avec seulement la netteté des preuves. Je les ai laissés manger, choconger un peu. Le pot-au-feu a refroidi presque intact, puis j'ai pris la parole. Je n'ai pas élevé la voix.
Je leur ai dit que depuis 4 ans, ils me croyaient en deuil alors que j'étais surtout devenu lucide. Que j'avais d'abord cru à leur inquiétude, ensuite soupçonné une stratégie, et enfin découvert une entreprise coordonnée. J'ai donné les dates. Le 27 janvier 2023, demande d'avis de valeur. Juin 2023, rendez-vous chez le notaire sur l'habilitation familiale. Novembre 2023, visite dans ma maison en mon absence. Septembre 2024, mandat piégé. Janvier 2025, acheteur évoqué par erreur. Mars 2025, fouille du dossier laissé sur la table. Je les ai regardés un à un pendant que je parlais. Le plus frappant n'était pas leur indignation. C'était leur fatigue. La fatigue de gens enfin contraints de déposer le masque qu'ils tenaient depuis trop longtemps. Claire a voulu parler la première. Elle a dit qu'ils avaient eu peur. Peur que je tombe. Peur que je perde la tête. Peur que tout se fasse dans l'urgence. J'ai répondu qu'on ne demande pas une estimation de vente parce qu'on a peur pour son père. On la demande parce qu'on anticipe son départ comme une opportunité. Julien a serré les poings. Il a dit que la maison était trop grande, que cela n'avait plus de sens, qu'ils avaient tous des charges, des enfants, des crédits, des vies compliquées. Voilà. Nous y étions enfin, non plus la sécurité. Les charges, les crédits, les vies compliquées. La vérité n'est jamais très noble quand elle sort. Thomas, lui, a eu la cruauté la plus sincère. Il a dit que cette maison dormait dans mes murs pendant que, dehors, tout coûtait plus cher et que personne n'avait le luxe d'être sentimental. Il a ajouté qu'à mon âge, je ne pouvais pas leur reprocher de penser à l'après. À mon âge. Cette phrase m'a traversé sans me blesser, parce qu'elle confirmait tout. Je n'étais déjà plus, pour eux, un présent. J'étais une variable tardive. Alors j'ai ouvert mon propre dossier, je leur ai lu la phrase du notaire. Je leur ai montré le Nouveau Testament. Je leur ai annoncé que tant que ma confiance ne serait pas restaurée, ce qui, à cet instant précis, paraissait improbable, la maison ne ferait l'objet d'aucun partage selon les lignes qu'ils avaient imaginées. J'avais prévu que son avenir dépendrait d'un choix que je n'avais pas encore révélé à l'extérieur de cette pièce. J'ai ajouté que si l'un d'eux tentait une nouvelle manœuvre, une nouvelle pression, un nouveau document piégé, cette maison quitterait purement et simplement la famille. Julien est devenu blême. Claire s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de chute. Thomas m'a traité d'injuste. Injuste? C'est toujours le mot des héritiers contrariés quand le vivant refuse de se comporter comme un mort docile. Je leur ai alors dit la seule phrase qui comptait vraiment. Vous n'avez pas trahi un vieil homme fragile. Vous avez trahi un homme qui vous regardait encore avec confiance. Cette confiance-là, aucune étude notariale, aucun acte de vente, aucune répartition future ne pourrait la reconstituer. Ils sont partis dans le désordre. Claire a voulu m'embrasser, j'ai tourné la tête. Julien a dit qu'on reparlerait quand je serais calmé. Thomas a claqué la porte du jardin. Quand le silence est revenu, je suis resté seul à table avec la photo de Madeleine et les assiettes froides. J'ai regardé la lumière de janvier s'étirer sur le carrelage de la cuisine, et j'ai compris quelque chose de terrible. Il existe des deuils plus lents que la mort. Le plus dur n'avait pas été d'enterrer ma femme. Le plus dur avait été d'enterrer l'image de mes enfants. Depuis ce jour, ils se montrent moins. Le téléphone sonne moins souvent. Les dimanches sont redevenus des dimanches. La maison respire autrement. Elle n'est plus un territoire sous convoitise immédiate. Elle est redevenue ce qu'elle était avant que leur regard ne la salisse. Un lieu où j'ai aimé, travaillé, veillé, construit, attendu. J'ai 90 ans maintenant, presque. Je me lève toujours à 6 heures. Je fais mon café sans sucre. Je m'assieds à la même table. Mais mes larmes, quand elles viennent, n'ont plus rien d'ambigu. Elles ne disent ni la faiblesse, ni même seulement la peine. Elles disent ceci. On peut survivre au chagrin. On survit plus difficilement à la cupidité quand elle a le visage de ses propres enfants. Je n'ignore pas que certains me jugeront sévère. Ils diront que la vieillesse rend soupçonneux, que les familles se débattent comme elles peuvent, que mes enfants n'étaient peut-être pas des monstres, seulement des adultes pressés, endettés, maladroits. Peut-être. Mais il y a une frontière qu'on ne franchit pas sans se révéler. On peut s'inquiéter pour un père sans faire estimer sa maison dans son dos. On peut anticiper une dépendance sans préparer la vente avant le consentement. On peut aimer un homme âgé sans parler de lui comme d'une occupation provisoire. C'est cela que je vaux maintenant, non pas l'argent de mes murs, mais la clarté de mes mots.
Et cette clarté, je la dois au silence des matins où j'ai cessé d'avoir peur de regarder la vérité en face. Abonnez-vous, dites-moi depuis quelle ville vous m'écoutez, et laissez votre théorie en commentaire. À quel moment mes enfants ont-ils cessé de me protéger pour commencer à me compter parmi les obstacles? Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Pardonner, couper, ou attendre encore pour voir jusqu'où une famille peut tomber avant de s'avouer elle-même coupable?